qui sont menacés de cette insécurité-là. On évoque justement des régions du pays qui sont épicentres de cette insécurité-là. On pointe du doigt l'extrême nord, le grand nord, on parle du nord-ouest, du sud-ouest, l'extrême nord, qui justement serait en position, en peloton de tête lorsque l'on évoque cette insécurité. Je commence par vous, François Mbouké. On sait le regard, la pertinence de votre regard sur des questions d'économie, c'est pas un secret, mais lorsque l'on évoque ces chiffres, 3 millions de Camerounais, pour parler simple, qui seraient menacés par la famine, est-ce que vous vous rejoignez dans ces chiffres? Vous vous retrouvez? Si on s'en tient au chiffre global qui est de 28 millions, oui. 3 millions serait, je pense, minimisé. Mais lorsqu'on s'en tient au découpage que vous faites en prenant ces régions aussi, on peut se dire que cette étude n'a concerné que ces régions, ou bien n'a voulu mettre en exergue que ces régions qui sont citées et qui sont d'ailleurs frappées par les crises que nous connaissons, oui. De toutes les crises qui peuvent Est-ce que ceci pourrait justifier cela? Absolument, absolument. Vous ne pouvez pas être en guerre. C'est pour cela que la paix est l'élément numéro 1 pour la prospérité économique ou le développement. Si vous n'êtes pas en sécurité, vous ne pouvez pas travailler. Donc, cela commence par nos champs. Si ceux qui font des champs pour nourrir la population n'ont plus accès aux terres, ne peuvent plus aller en brousse pour faire des champs, ou alors des machines ne peuvent plus aller travailler de façon industrielle, tout de suite vous allez connaître la famine. Donc à ce niveau, on peut se dire les chiffres, si ça concerne seulement ces localités-là, on peut les prendre. Mais alors, on ne va pas faire justement l'économie des autres localités. Oui. On a mis en avant les localités qui étaient en peloton de tête. Oui. Dans l'extrême nord, oui. Avec la sécheresse qui peut aussi être un facteur. Sécheresse et inondation. Oui, et le nord-ouest, sud-ouest, les crises sécuritaires. Voilà. Et quand vous prenez le nord-ouest, vous voyez également presque les mêmes choses. Oui. Et lorsque nous revenons donc dans les grandes villes où on peut dire que tout va bien, il y a une des là, mais vous vous rendez également compte que des gens ne dormaient pas affamés il y a longtemps, il y a pas longtemps, mais aujourd'hui, même trouver à manger pour vos bêtes dans la poubelle, c'est devenu difficile. C'est une preuve, parce que parfois, quand nous disons ce que nous observons dans les quartiers, les gens n'arrivent pas à le croire. Faites un tour les soirs, au niveau même des marchés. Allez à Mokolo, allez en Fundi, allez en Vombi. Vous mettez là, vous allez regarder ces gens qui nourrissaient leurs bêtes à partir des poubelles. Et il y a même des personnes qui venaient se nourrir au niveau des poubelles. Oui. Ce n'est pas qu'une affaire camerounaise, hein, presque dans tous les pays, même ceux qui sont développés, c'est un phénomène qui est connu. Mais lorsqu'on voit qu'au Cameroun, même d'en nourrir des bêtes aujourd'hui au niveau de la poubelle devient compliqué, c'est un signal fort. Pas pour dire que les gens ne travaillent plus, mais je pense que les orientations au niveau du gouvernement ont manqué le coach. À une certaine époque, mon homonyme parlait ici des programmes qu'ils ont lancés, peut-être qu'il va s'étaler là-dessus tout à l'heure. Il y a eu beaucoup de programmes pour soutenir l'agriculture, mais je ne sais pas si ceux qui gouvernent comprennent et savent que sans l'agriculture, vous n'avez pas de pays. Parce que si vous avez une population qui n'est pas bien nourrie, une population qui est tout le temps malade, une population... Et ça commence à la base. Vous devez faire manger votre population de manière saine, dès le ventre de leur maman, et jusqu'à ce qu'elle devienne adulte. C'est ce qui se passe dans des pays comme l'Inde, où vous voyez la Chine, autres, où vous voyez que des gens ont une espérance de vie suffisamment longue. Oui. Parce qu'on prend soin de vous dès lors que le parent a réussi à vous mettre dans le ventre d'une femme. On s'occupe de vous, on vous prépare jusqu'à ce que vous ayez un certain âge. Donc vous êtes même déjà armé contre certaines maladies, contre certaines épidémies. C'est ce qui manque. Et tout cela demande une grande programmation et un grand suivi. Parce que toutes les productions n'étant pas égales par ailleurs, il faut se dire que celles-ci, on peut les faire en 2 mois, 3 mois, 4 mois, et que ce soit des productions qui apportent des énergies croisées. C'est-à-dire que si l'autre produit peut-être des protéines, l'autre peut produire d'autres apports en organisme qui peuvent soutenir... On va faire justement les propositions un peu plus tard. On reste d'abord avec vous,
docteur Monono, sur les constats. Les Camerounais semblent, selon ce que le DP nous renseigne sur ce plateau, avoir de plus en plus faim. Ces aliments qui traînaient lorsque, à 17h, 18h, le marché de Gombi se vide, il y avait des aliments qu'on voyait, qu'on pouvait observer. Mais là, on se rend compte que même dans ces marchés-là, ces aliments oubliés naturellement, volontairement par les commerçantes, n'existent plus. Qu'est-ce qui s'est passé entre-temps? À un moment, on a eu l'expression qu'il y avait un boom en termes de production agricole avec justement ces cargaisons qu'on envoyait en Guinée équatoriale et au Gabon. Mais aujourd'hui, même pour livrer dans ces pays voisins, on peine. Que se passe-t-il? Y a-t-il péril en la demeure en termes de production agricole au Cameroun? Bon, pas vraiment péril en la demeure. Vous avez pris l'exemple de Vogbe, qui est une agglomération en zone urbaine. Et le principal problème dans les zones urbaines, c'est-à-dire en dépit des zones conflictogènes que nous avons au Cameroun, c'est principalement le pouvoir d'achat qui est très faible dans notre pays. Mais je voudrais rapidement relever un élément que peut-être vous avez semblé oublier. Nous sommes le 12 mai et aujourd'hui, nous célébrons la journée internationale de la sécurité végétale. Et d'ailleurs, j'ai assisté en milieu de matinée à la 5e édition de cette journée internationale de la sécurité végétale qui a été présidée par le ministre des Pêches, de l'élevage et des industries animales au Musée national. Oui. En passant, donc, c'est une journée vraiment qui est consacrée. Vous évoquez un événement qui n'a pas eu une grande communication, d'autres personnes, à moins que les aînés sur le plateau ne disent le contraire. Ça veut dire quand même qu'il y a un problème, ne serait-ce qu'au niveau de la communication, sur ces éléments qui sont censés nourrir les Camerounais. Bon, autour de cet événement, quand même, j'ai vu plusieurs médias. Et c'est vrai, vous avez parfaitement raison que l'événement n'a pas été médiatisé. Parce que c'est un événement nouveau. Oui. C'est la 5e édition parce qu'au cours de la, je crois, la 76e édition, session de l'Assemblée générale des Nations Unies, je crois en 2022, au regard également de la destruction des plantes à cause des parasites des végétaux, à cause de l'infestation des végétaux, les Nations Unies se sont dit que voilà, nous avons une urgence, il faut protéger les espèces végétales. Et donc, les Nations Unies ont voté ce 22 mars 2022, la 5e, le 12 mai comme journée internationale de la sécurité végétale. Sur plusieurs constats. Vous savez très bien qu'aujourd'hui, dans le monde entier, 98% des espèces végétales, que ce soit les espèces végétales forestières, que ce soit les espèces végétales aquatiques, 98% fournissent l'oxygène. Et environ 80% des végétaux, que ce soit des végétaux terrestres ou les végétaux aquatiques, produisent les aliments que nous consommons au quotidien. Donc, oui. Notre alimentation dépend environ à 80%. Et le ministre l'a rappelé d'ailleurs aujourd'hui qu'environ 90% des populations camerounaises vivent essentiellement de l'agriculture. Donc, aujourd'hui, nous ne pouvons pas parler de l'insécurité alimentaire sans toutefois parler de l'agriculture parce que c'est des éléments extrêmement... C'est quasiment oui. Et donc, je voulais vraiment faire cette virgule-là pour dire que c'est une journée qui est spéciale et donc votre thème tombe à point nommé parce qu'aujourd'hui, l'aîné l'a rappelé que nous avons environ 10% des populations camerounaises qui vivent en insécurité alimentaire et ces chiffres sont davantage exacerbés dans les zones conflictogènes, notamment au nord et à l'extrême nord à cause de plusieurs facteurs que vous avez très bien élucidés à l'entame, notamment les conflits dans le bassin du lac Tchad. Est-ce que cela peut justifier justement cette flambée, pour parler simple, de famine que l'on peut observer dans le pays, cette végétation, ces crises végétales, ces conflits, ces justement problèmes sécuritaires, mais est-ce qu'on peut, lorsque l'on évoque justement cette défaillance en termes d'alimentation, ne pointer un doigt accusateur que sur ces aspects-là? N'y a-t-il pas d'autres aspects qui peuvent, de façon évidente, pertinente, justifier cette famine, entre guillemets, qui commence à envahir certaines des régions jadis protégées, mais qui commence aussi, elle, à ressentir justement cette montée en puissance de la famine au Cameroun? Je pense que j'ai donné des éléments de réponse. C'est-à-dire, on est en insécurité alimentaire quand soit on ne peut pas acheter les aliments,
C'est-à-dire, il y en a suffisamment, comme le cas à Yaoundé. Si vous voulez actuellement acheter du plantain, il y a du plantain dans les marchés. Si vous voulez acheter des ignames, il y en a. Si vous voulez acheter du haricot, il y en a dans les marchés. Sauf que, est-ce que vous disposez des moyens? Cependant, dans des régions conflictogènes, c'est pourquoi j'ai dit que dans des agglomérations urbaines, comme Yaoundé, Douala, Ibolova et autres, les causes de la sous-alimentation ou alors de l'insécurité alimentaire ne sont pas toujours les mêmes que dans les zones périphériques, notamment dans le nord, l'extrême nord, qui sont des zones où parfois on n'a même pas de l'alimentation parce que nous ne pouvons pas cultiver à cause des bandes armées qui pavanent un peu à gauche et à droite. Donc à la fois, dans des zones urbaines, nous avons un problème de pouvoir d'achat. Nous n'avons pas des moyens. Il y a des aliments dans les étals de marché. Il y en a suffisamment même d'ailleurs. Mais nous n'avons pas des moyens pour pouvoir acquérir ces aliments. Contrairement aux zones conflictogènes. Merci, docteur Mondono. Je prends l'avis de François Sémé. Alors, on a l'impression, justement aussi, lorsque l'on interroge le tissu économique au Cameroun, que nous sommes fortement dépendants de fournitures endogènes. Lorsqu'il y a quelque temps, la crise du blé frappait l'Ukraine, l'on a ressenti tout de suite au niveau du port au Cameroun comment il y avait des problèmes, il y avait des tensions avec justement cette fourniture en blé. On a vu les mesures gouvernementales. Est-ce qu'il n'est pas temps, lorsque l'on veut véritablement nourrir les Camerounais, que l'on sorte de cette dépendance à l'extérieur pour mettre sur pied justement des instruments de promotion d'une production locale pour épargner justement ce spectre de la famine qui s'en va grandissant dans nos villes, mais surtout dans nos villages? On a vu les mesures gouvernementales, mais qui n'ont jamais cousu une tenue sérieuse. Alors, ces mesures-là n'ont de sens que pour ceux qui les évoquent. Je vais revenir sur, déjà, puisque nous avons salué la mémoire d'un grand homme tout à l'heure, nous ne pouvons pas parler d'insécurité alimentaire au Cameroun sans faire allusion à Bernard Djonga, du Saïd et la voix du paysan. Tout à fait. À la même dimension que M. Elundu qui est avec nous sur le plateau, M. Bernard avait une orientation qui était plus expérimentale. Et lui, il était dans la logique de l'implémentation des politiques. Et pour résoudre les problèmes et pour résorber les déficits qui étaient sur le terrain. On a vu son combat sur les poulets congelés. Tout à fait. Alors, si vous prenez donc aujourd'hui, parce que l'aîné s'est demandé tout à l'heure pourquoi on peut parler de lui comme ça. Non, on ne parle pas assez de M. Elundu parce que, en fait, vous allez voir qu'avec lui, c'est toute l'élégance sur les plateaux. Vous avez des plateaux un peu clos, mouvementés ces derniers temps. Mais vous allez voir, avec lui, depuis près d'une vingtaine d'années, c'est beaucoup d'élégance sur les plateaux. Et aussi, c'est parce qu'il est dans la production holistique, donc intellectuelle. Il est dans les théories. Et c'est normal qu'on ne le voit pas sur certains fronts, ou bien on n'apprécie pas vite son apport. Maintenant, je vais revenir sur deux éléments. Il faut que vous compreniez que, bon, ceux qui aiment bien lire les expatriés vont comprendre que Frédéric Nietzsche indiquait quelque chose. La qualité de vos pensées dépend de la qualité de vos aliments. Et pour avoir de nouvelles idées, il faut marcher. Pour marcher, il faut bien manger. Oui. Alors, si je l'ai donc dit, pour revenir à notre réalité qui est purement camerounaise, il y a une stratégie nationale pour la lutte contre l'insécurité et l'insécurité alimentaire du christianisme au Cameroun. Cela date de décembre 2020. Alors, à l'intérieur, on a mis sur pied quelque chose qu'on appelle le Nexus. Le Nexus, et c'est chapeauté, c'est une dynamique qui est portée par le PM. Il y a ce qu'on appelle le Nexus humanitaire, le Nexus HDP, donc humanitaire, développement et paix. Pour donc territorialiser cela est chapeauté au niveau des territoires par les maires. Et les maires, donc, pourquoi? Parce qu'à un certain seuil, vous avez donc le comité national de lutte contre la malnutrition, l'insécurité alimentaire et la malnutrition. Au niveau régional, vous avez un comité aussi qui est chapeauté par le gouverneur. Au niveau territorial, vous avez donc celui qui est chapeauté par les maires, qu'on appelle aujourd'hui les COSAC. Mais sauf que, est-ce que lorsqu'on a fait dans la session, lorsqu'on a envoyé, on a transféré ces compétences au niveau des territoires, on a transféré les ressources conséquentes? La première question se pose. Maintenant, si vous prenez le Nexus, il y a trois façades. Il y a ce qu'on va donc appeler les zones de forte, où il y a une forte insécurité, qui sont dans le nord, avec donc ce que vous avez, Boko Haram et autres. Vous avez le nord-ouest et le sud-ouest, avec donc les déplacés internes et les guerres internes qui sont en de ce lieu de ce côté-là. Mais vous avez 250 000 réfugiés donc à l'est
dû d'abord à la crise centrafricaine qui avait eu lieu dans les années 2010, 2013, et puis maintenant 2013-2014, et puis maintenant aujourd'hui, les déplacés internes du NOZO qui se sont retrouvés au niveau d'un Alors, François Semé, pour ne pas faire tous les débats au même moment, moi je vous questionnais sur la propension camerounaise à la dépendance extérieure. Là, vous nous avez amené sur justement le management au niveau territorial, des collectivités territoriales décentralisées. C'est un autre pan de la réflexion lorsqu'il faut nourrir les Camerounais. Comment est-ce que l'on se positionne? Mais restons d'abord sur la dépendance, parce que c'est un aspect, lorsque l'on interroge l'alimentation au quotidien des Camerounais, on se rend compte qu'on a beaucoup de blé au petit déjeuner, c'est du pain, c'est du lait. À midi, c'est des pâtes. J'espère que je ne me trompe pas, c'est des pâtes. Et le soir aussi, des beignets, bouillis, haricots et autres. Est-ce qu'il n'est pas temps, peut-être, de constituer un nouveau mindset en termes de consommation pour être moins assujetti à cette dépendance extérieure? Voyez-vous, la démarche, quand nous sommes avec vous, M. Mbarga, sur les plateaux, elle doit être globale, c'est-à-dire que du global au local. Oui. Pour revenir donc à ce que vous dites, le plan national a une démarche. On a demandé de réduire de 20%, d'augmenter de 30% la farine de manioc dans la production du pain. Vous voulez les réponses extérieures. Et donc de réduire donc de 20% la quantité de blé dans la production du pain. C'est le cas? C'est possible? C'est ce qui se fait maintenant. Et celui qui est censé aller contrôler cela aujourd'hui, c'est le maire. On a affecté cette mission-là au maire. Je prends encore notre cas. Le Cameroun dépend d'environ 50%, de plus de 50% du riz importé. Bon, maintenant, si vous voulez parler de sécurité alimentaire au Cameroun, il y a qu'on devrait constituer des réserves environ de 100 000 tonnes de céréales par an. Oui. Et céréales, riz, maïs, blé. Vous allez voir, il y a une note du Minadet, je crois, qui est sortie hier ou aujourd'hui, qui indique qu'il suspend désormais l'octroi des permis d'importation du maïs. Voilà, d'importation du maïs. Oui. Bon, alors, le problème ici, c'est lequel? Parce que quand on parle de sécurité alimentaire, il faut savoir qu'il y a une insécurité alimentaire qui est artificiellement créée et il y a une qui est inhérente à notre réalité. C'est-à-dire que la malgouvernance et tout. Bon, nous ne sommes pas de ce côté-là. Donc ici, si vous voulez les indicateurs qui vous renseignent sur l'extérieur, nous dépendons nous sommes à 3,4 millions, je crois pour être exact, par rapport au dernier recensement, nous sommes à 3,4 millions de Camerounais qui vivent en insécurité. Pas qui sont exposés, oui, qui sont déjà frappés d'insécurité alimentaire. Nous avons environ 15% des bébés de moins de 5 ans aujourd'hui au Cameroun qui vivent de malnutrition, qui sont frappés de malnutrition. Donc nous avons donc un ensemble d'éléments. Et si vous voulez aller vérifier ça, vous prenez les éléments qui sont liés à l'IDH, donc l'indice de développement humain. Vous allez vérifier à l'intérieur que nous sommes en vérité aujourd'hui, si vous voulez, dans les éléments factuels, nous sommes malnutris, mal nourris. Donc, et maintenant, c'est donc dû à quoi? Première chose, dans le NOZO, il y a eu l'abandon des champs. Ce que l'homonyme indiquait tout à l'heure. Vous avez 90% des champs qui ont été abandonnés dans le nord-ouest et le sud-ouest. Vous avez les bandes armées qui ont brûlé les greniers. L'idée que vous devez comprendre ici, c'est que pourquoi on l'entretient? Quand on dit que c'est parfaitement artificiel. À ce niveau, est-ce que l'on peut déclarer avec certitude que ces régions-là étaient les greniers du Cameroun? Est-ce que, justement, toute l'alimentation des Camerounais provenait essentiellement du nord-ouest, du sud-ouest et de l'extrême nord? Pourquoi l'on s'en retrouve lorsqu'il y a quelques problèmes de ce côté-là à cette montée en puissance de la famine? Voyez-vous, M. Mbarga, il y a quelque chose, quand il dit on peut prendre deux types d'insécurité, je me limite à ça aujourd'hui. L'insécurité qui est artificiellement créée, celle qui est liée à la malgouvernance va vous indiquer que chacun de nous a un village et ceux qui étaient nos parents, ceux qui nous ont vu grandir, savent qu'ils nous envoyaient tous au village pour aller faire les champs. Oui. Cela suppose que le grenier, on dépendait de nos villages. Donc aujourd'hui, on peut pas aller indiquer que, et je crois que c'est ce que l'ENIA a indiqué de façon triviale, il y avait la nourriture au marché, les restes au marché et partout qui pouvaient nourrir les familles. Donc aujourd'hui, dire qu'on dépend uniquement d'une zone, c'est pas vrai. Nous sommes un pays qui a beaucoup de terres arables, qui a un ensemble d'éléments qui est gâté naturellement. Donc, il y a donc un aspect. Par exemple, si vous prenez le cas des régions du centre et du sud, pourquoi on ne produit plus dans nos villages?
certainement dû à l'exode rural, dû à la recherche du matricule, dû à ceci, dû aux études, dû à cela. Mais à la réalité, ces zones où les gens étaient plus enclines, les populations étaient plus enclines à produire dans la production agricole et même animale, de ce côté-là, il y a eu un problème, donc c'est les guerres. Il y a peut-être les grandes plantations, mais ces grandes plantations, j'ai peur qu'elles ne vous clombent, parce que c'est du genre, c'est un peu comme le taux de croissance dans un pays. Le taux de croissance ne signifie pas que nous avons tous les richesses, c'est une fois qu'il y a la richesse. Ouais. Donc, les grandes plantations que vous retrouvez au nord-ouest, au sud-ouest, ne renseignent pas sur la sécurité alimentaire du Cameroun. Et il faut donc comprendre que les questions de sécurité, comme elles sont régaliennes, inhérentes à l'État central, c'est la politique publique nationale, c'est la vision globale nationale qui doit nous permettre de rentrer dans ce qu'on appelle la sécurité alimentaire. Merci François Sémé pour ce déroulé. Vous avez évoqué justement une sortie du ministre du Commerce vis-à-vis de son collègue, le ministre de l'Agriculture et du Développement rural, que je vais porter de façon solennelle à la connaissance de tous ceux qui nous regardent, puisqu'elle évoque ceci à monsieur le ministre de l'Agriculture et du Développement rural, objet suspension de la délivrance des permis d'importation du maïs. Faisant suite à la réunion interministérielle que le Premier ministre, le chef du gouvernement, a présidé le 7 mai 2026 à son cabinet, au cours de laquelle la question des importations massives du maïs qui contraste avec la mévente de la production locale a été abordée. J'ai l'honneur de vous suggérer d'instruire la suspension jusqu'à nouvel avis de la délivrance des permis d'importation de ce produit par la direction de la réglementation et du contrôle de qualité des intrants et des produits agricoles, concomitamment à la suspension des importations en cours au titre de mesures de sauvegarde. Luc Magloire Marga Atangnas, le ministre du Commerce au Cameroun. Alors, lorsque je me tourne vers Joseph-Marie Elundou, l'on se rend compte qu'il y a comme pas de la cacophonie, mais on n'est pas sur la même longueur d'onde en termes de positionnement stratégique pour justement aider à ce que l'insuffisance alimentaire et cette faillite alimentaire ne gagne du terrain. Y a-t-il querelle entre les membres du gouvernement sur cette question de stratégie pour nourrir les Camerounais? Vous savez qu'en ce moment, le gouvernement a des problèmes. On a l'impression que les gens freinent des quatre fers, les gens attendent un nouveau gouvernement, les gens ne posent pas des actes décisifs. L'autre jour encore, nous avons assisté lors du lancement du recensement général de la population, à l'absence, pendant la communication gouvernementale sur la question, l'absence d'un ministre de la planification, de l'économie, et du ministre de la ville, de Mindu, Madame Cortés. Ce qui est surprenant. Tout à fait. D'ailleurs, j'ai commis une tribune là-dessus pour m'interroger sur ce genre de... Ça ressemble à du sabotage. Il y a donc une cacophonie, comme vous l'avez dit, une sorte d'incohérence dans la gouvernance globale. Et on a même l'impression que même le Premier ministre est dépassé. On ne le voit pas beaucoup. Ça peut être très grave ce que vous dites, que le Premier ministre soit dépassé par justement une situation qui interpelle la santé et l'alimentation des Camerounais. Parce que lorsque vous parlez d'agriculture, ou bien de, je sais pas moi, de sous-alimentation, de non-alimentation, de sécurité alimentaire, vous avez un problème, c'est que il y a des gens qui doivent gérer ça. Bon, alors, ces gens, déjà, jusqu'aux années 90, nous avions un État stratège. Oui. On a fait le choix, après 90, de devenir un État facilitateur. Et aujourd'hui, cet État facilitateur veut se muer en État stratège sans en avoir les moyens institutionnels et réglementaires. On se contente de quelques visas ou des choses comme ça. Puis ça entraîne quoi? Des bacs chiches, des rétrocommissions et tout. L'État n'a plus les moyens d'intervenir de manière directe sur l'économie. Parce que vous vous souvenez que l'une des conditionnalités, pour nous donner un peu d'argent après la grosse crise de la fin des années 80, était que l'État se retire complètement du secteur productif. C'est ce qui a fait que cet État-là, aujourd'hui, fonctionne un peu avec les bras attachés. Oui. Et vous remarquerez qu'en 2023, nous avions le cacao qui était monté pratiquement à 5 000 à 6 000 francs. 7 000, on se souvient encore de toutes les descentes du ministre. Vous avez bien vu que
On a vu la dégringolade du prix. L'État, malgré un écosystème fourni d'un certain nombre d'acteurs... À ce niveau, Joseph-Marie Elundu, est-ce que l'État n'est pas victime de contingences internationales et de fluctuations avec toutes ces spéculations que l'on peut observer sur les marchés mondiaux? Parce que ce n'est pas un État stratège. C'est un État facilitateur. Je veux m'expliquer clairement. Avant 1990, il y avait le bras séculier pour financer l'état de l'agriculture au Cameroun et même l'activité économique, c'était l'ONCPB. C'était l'outil de l'État qui lui permettait de disposer de devises, lui permettant d'intervenir directement dans l'économie sans demander à qui que ce soit, quoi que ce soit. C'est ça l'État stratège. Nous avons tué l'ONCPB, on a créé des micro-structures institutionnelles, CICC, la SODECAO, le FODEC, c'est pas moi, le PARI Cacao. Il y a toute une flopée de micro-institutions qui se nourrissent de cette grosse bête qui avait été dépecée. Et ça fait, et aujourd'hui, lorsqu'il y a, moi je l'ai dit, j'ai dit, c'est une situation conjoncturelle qui a permis d'engranger des devises importantes. Oui. Mais on n'a pas vu ce qu'on a fait de ces devises. Vous savez ce qui s'est arrivé à ces devises, c'est que les gens sont allés se marier, ils ont ouvert des bars, ils ont dansé des motos. Et l'État du Cameroun n'a pas pu capitaliser. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on aurait pu à l'époque, si on était encore dans la période de l'État stratège, engranger pendant cette période favorable des milliards de francs CFA. Alors, cette période de l'abondance, cette manne n'est arrivée qu'au cours d'une saison, on peut le dire aussi. Si vous prenez 300 000 tonnes, 300 000 tonnes, c'est 300 millions de kilogrammes. Si vous multipliez ça par un minimum de 5 000 francs CFA, vous voyez à peu près ce que ça donne. Ça permet de mettre en place un système de stabilisation et de régulation des prix. De sorte que là, on peut, même si les chocs internationaux arrivent, que l'on ait l'élément qui nous permet, effectivement. Et le bouquin que j'ai écrit sur le cacao est très clair là-dessus. En 2025. Après Assoumou, je suis le seul Camerounais à avoir écrit un livre sérieux sur le cacao. Et Assoumou, c'était dans les années 70. Et au moment où le cacao finançait toute l'économie du Cameroun, l'économie du cacao était enseignée de manière facultative dans les universités, au profit de théories de Marx, de Keynes, je sais pas. Vous voyez que nous sommes là dans une décadence systémique qui ne permet pas une gouvernance efficace. Donc nous sommes perdus parce qu'effectivement, tout ce qui s'est passé, c'est que nous sommes incapables de juguler ce qui se passe. Nous avons ouvert l'État n'a pas vu venir ou bien l'État est dépassé. Mais lorsque vous vous permettez d'entrer dans un rapport de partenariat commercial avec les APE, on dit chez moi que c'est les arbres de même taille que se passent les singes. Ah oui. Comment pouvez-vous aller dans un partenariat sérieux avec les APE? Vous avez là des nations d'une technologie très avancée. Le gars qui vous vend le paquet de biscuits à la poste centrale à 25 francs fait des bénéfices. À votre avis, ce paquet de bénéfices de tout qui part de Malaisie arrive et qui est produit à moins de 0 francs. Alors, je vais parler. Pour rester sur la question, vous embrayez sur un aspect très important du tissu économique au Cameroun. Est-ce que lorsque vous évoquez ces accords de partenariat, est-ce que l'État avait véritablement le choix? Comment ont-ils été négociés? Par bloc ou alors de façon individuelle? Mais surtout, on a appris, lorsque ces accords étaient signés, qu'il y avait des agences de mise à niveau. Je crois qu'il y en a même une qui est dirigée par Mme Elombat au Cameroun, agence de mise à niveau, pour essayer de mettre l'entreprise camerounaise à niveau face à justement ces marchés-là. Est-ce que toutes ces mesures n'ont pas été justement en mesure d'être des palliatifs face à cette montée en puissance des produits étrangers dans notre marché local? Je vais vous faire une recommandation. Allez-y. Écoutez-moi. Si vous m'écoutez, c'est ma recommandation. Parce que ce que je dis, c'est déjà dans le béton. C'est dans le béton. On nous a déstabilisés en 90 pour atteindre les résultats que nous avons aujourd'hui. La souveraineté alimentaire, c'est de ça que nous parlons là. Au moment où le sujet que vous nous proposez, c'est la souveraineté alimentaire.
Or, l'arme alimentaire est supérieure à l'arme atomique. Pourquoi il n'y a pas la guerre en Ukraine? Pourquoi on ne parle pas de l'Ukraine comme étant une grande sécurité alimentaire? Pourquoi on ne parle pas de l'Iran? Pourquoi c'est ici? Là où on peut même faire, nous avons les terres arabes qui permettent de nourrir l'humanité en céréales. 7,5 millions d'hectares de terres arabes. Nous avons chaque arrondissement du Cameroun pour le nom d'un cours d'eau. Nous n'avons que de l'eau. C'est lié à quoi? C'est qu'en fait, et comprenez ça très bien, nous sommes un réservoir qu'on doit toujours entretenir. Nous sommes un peuple jeune. Donc quand un peuple jeune, c'est un peuple qui consomme. Oui. Nous sommes dans le marché où il faut livrer tout ça. Oui. On vous envoie du riz, on vous envoie tout ce que vous avez cité. En fait, c'est une stratégie globale qui nous contient dans un écosystème de consommateurs. Oui. Et c'est fait comme ça. Nous, comme on n'a pas... Vous avez évoqué... Et vous, stratège, est-ce que vous avez évoqué? Est-ce que vous avez pris des positions? Nous sommes en train de lancer. Voilà. Nous voici, nous sommes en train de prendre. Et ces positions, nous les prenons depuis des années. Quand vous parlez de Ndionga tout à l'heure, je suis l'un des cerveaux de Ndionga. Oui. Nous avons fait la cellule au moins 2 fois. Parce qu'on bataillait pour les tracteurs volés. Parce que moi, je me suis retrouvé au commissariat 2 fois. Nous avons défendu Ndionga dans cette affaire. C'est sérieux ce que je vous dis. Ce que je vous dis, c'est qu'aujourd'hui au Cameroun, nous refusons de modifier les trajectoires alors que toutes les analyses sont faites. Nous sommes sur une mauvaise piste. Tout à fait. On a fait ça pourquoi? Pour nous enfermer dans un endettement perpétuel. Donc aujourd'hui, le problème c'est sortir de l'endettement. Souverainiser la dette. Il faut tout souverainiser. Et je suis en train de tester le mouvement camerounais pour la souveraineté. C'est-à-dire, nous sommes dans des fausses batailles, les batailles tribales, les batailles politiques, sont toutes fausses. L'affaire, c'est quoi? C'est que nous, je vous donne un truc simple. Dans nos villages, oui, quand un enfant avait sucé une mangue, il creusait la terre et il mettait le noyau dedans. Aujourd'hui, il jette les noyaux. C'était pareil pour les avocats. Quand vous allez dans les villages, tous les manguiers qui viennent là, il n'y a pas de champ de mangue. Le mangue pousse partout, là où ça te trouve. Tu creuses seulement, tu mets là. Nous avons perdu la culture de la production contre le start-up qui doit soigner le cœur à distance. Contre le start-up qui, c'est pas des histoires immatérielles dans lesquelles on a amené les jeunes. Nos terres sont là. Les jeunes se promènent, traversent ces terres arables pour aller mourir dans les déserts. Il y a la culture du travail. Vraiment tout ce qu'on vous raconte là. Et moi, l'une des choses pour lesquelles je me suis mis quand même, je me suis interrogé, c'est lorsque maintenant on décide au Cameroun de faire un recensement où on va désormais compter nos champs et nos bêtes. En fait, pour moi, c'est intéressant parce que ça devient une prise de conscience sérieuse. Pourquoi? Parce que notre produit intérieur brut est faussé depuis des indépendances. On ne compte pas l'omcom que la grand-mère prend derrière la maison. On ne compte pas l'escargot qui rame derrière la maison, qui nourrit une famille en une journée. Donc, tout ce qu'on va vous dire, c'est les IDH, c'est les taux de ceci. En réalité, on peut augmenter le produit intérieur brut du Cameroun, on peut le multiplier par, c'est pas moi, par 10. Et ça permet donc de ramener les équilibres macroéconomiques. Parce que même la question du revenu que vous posez relève de cette stratégie de base, qui est une stratégie de domination, d'assujettissement et d'esclavage et d'un écosystème de consommation systématique. Merci.